Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons poursuivre cette avancée dans le livre bleu par un chapitre intitulé Le citoyen, toujours en compagnie de Candide, avec ses idées novatrices. Voici le plan que nous allons traiter en deux vidéos. Voici la partie en rouge que nous allons voir dans cette vidéo. On va parler du but visé pour le citoyen. Tout d'abord, un citoyen heureux, un citoyen altruiste, des structures sociétales, publiques, privées et mixtes pour atteindre ce but. On verra après dans la vidéo suivante de l'éducation du citoyen. Du but, tout d'abord. Candide fait ici un peu de philosophie sociétale. Oui, il faut un peu de philo pour comprendre. Car l'idée centrale est de replacer l'homme au cœur de la société. Appliquons cette philosophie aux citoyens heureux. Heureux. Le bonheur. Le but de Candide est de faire de tout sujet de l'ancienne société de consommation un véritable citoyen conscient et heureux de l'être. Il avait lu d'ailleurs que quelque part dans la Constitution du Canada, il y était proclamé que le but de la Fédération du Canada était le bonheur du peuple, ni plus ni moins le bonheur du peuple. Somme toute, c'était aussi la pensée de Candide. Mais comment arriver à ce que le citoyen émerge enfin bien après 1789 ? Il va de soi qu'il entend par citoyen aussi les citoyennes, que ce soit entendu définitivement, même si celles-ci ne sont devenues qu'en 1944. Voir mon site de culture sociétale où je montre cet événement avec les photos de l'époque et les commentaires qui s'imposent. Reprenant son principe fondateur, Candide pense que le bonheur consiste d'abord non pas dans la consommation, mais dans la production d'un bien ou d'un service, dans l'invention, dans la création ou l'association à l'un de ces actes. Car la consommation, on est dans la philosophie, mais concrète, car la consommation n'est que la satisfaction d'un désir et s'éteint d'elle-même par la satisfaction. Tandis que la production est de nature inventive, aventureuse. Oui, aventureuse. Et que le propre de l'homme est d'inventer. Les animaux aussi inventent, au moins pour les singes supérieurs, les chimpanzés notamment inventent l'outil, etc. Ce qui n'existe pas par définition. Oui, avant que ce soit inventé, ça n'existe pas. Candide pense qu'il y a là un plaisir existentiel, durable, de nature à rendre heureux le citoyen. C'est comme dans Mickey, Géo trouve tout et tout le temps heureux, content. Encore faut-il que le citoyen ait les moyens intellectuels et matériels, bien sûr aussi, pour atteindre ce but. « 51-12, maintenant un citoyen altruiste. Candide sait fort bien qu'il aborde là un sujet qu'on va lui reprocher à titre d'utopie. Encore plus que le précédent. Mais si on pense que l'utopie est un rêve, rêver la vie a été aussi un slogan politique du président François Mitterrand. Rêver la vie. Il faut rêver. C'est un sujet éminemment rattachable à la cité, à la police, la ville, la cité au sens romain, à la politique donc.
Le Canada n'a pas tort. Alors il ne peut lancer que quelques pistes candides sur lesquelles de savants chercheurs sociétaux devraient œuvrer dans un but de mise en œuvre. L'essentiel, c'est d'avoir les idées. Ensuite, on peut les étudier. Les véhicules, j'emprunte ce mot aux doctrines bouddhistes du petit véhicule et du grand véhicule pour ceux qui s'y connaissent dans le bouddhisme. Car on est en philosophie là. La philosophie de cette voie sont nécessairement l'éducation et la formation durable. Philosophie politique, hein. Nous sommes. L'éducation et la formation. Toute la formation initiale devrait y œuvrer. On devrait y insister dès la petite enfance, car c'est d'elle que doit sortir le futur citoyen. Maximilien de Robespierre avait créé à cette fin les écoles centrales. À l'âge adulte, des cercles de pensée citoyenne devraient aussi y contribuer. Et c'est là un sujet pour commission à penser, commission pour travailler sur ce sujet-là. Au cours de sa vie, le citoyen devrait participer à des cercles. À titre d'application, on peut imaginer que dans chaque commune, d'une taille à déterminer, il y ait un conseil municipal bis, organe de réflexion et d'information, auquel tous les citoyens communaux pourraient assister à tour de rôle s'ils sont motivés en ce sens. Pas de contraintes spéciales. À l'âge adulte, oui, excusez-moi, non. Donc, et comme aujourd'hui, les mérites éminents et réels, sans copinage, doivent être récompensés. Mais cela ne doit pas constituer une motivation, ou ne devrait pas. Cette pensée-là est issue d'un passage du mémorial de Sainte-Hélène, dans lequel l'empereur Napoléon Ier formule la même exigence pour les préfets ou les autres notables de l'Empire, qui ne voulaient pas rémunérer, mais qui devraient s'estimer heureux de par la possession de leurs titres. Évidemment, il s'adressait à des personnes qui avaient déjà largement les moyens de vivre. Au-delà des véhicules institutionnels, le fond de l'instruction pourrait être par exemple d'enseigner la vie des hommes illustres. Pourquoi pas? Montrer l'exemple. On devrait étudier par exemple à quelles fins et moyens il a été composé à diverses époques, et depuis la Rome antique, des recueils comme le De Viris Illustribus. On appliquerait ainsi un proverbe asiatique, d'ailleurs, que le maître enseigne par son exemple, l'exemple du maître, notamment dans les arts du Budo. On parlera aussi de la lampe, on peut parler de la lampe aussi, qui est un maître, à sa façon, parce qu'elle éclaire sans parler. C'est un symbole classique du Zen. 512. Maintenant, les structures sociétales. D'abord, les structures publiques. Candide avance ici une idée fondamentale. Il s'étonne de ce que dans nos États, on demande toutes aux forces productives, que sont les citoyens et les entreprises, et qu'on ne demande pas aux structures publiques le même effort. Oui, c'est une critique. Il y a ceux qui produisent et il y a ceux qui contrôlent en quelque sorte. Le Candide de Voltaire n'avait pas lieu de s'étonner de cela, car par exemple, le colbertisme du grand Colbert et l'action du roi Soleil Louis XIV ont visé au développement des manufactures d'État, comme par exemple la très célèbre manufacture des Gobelins qui existe toujours.
Il y a d'ailleurs déjà des structures publiques ou semi-publiques qui se sont lancées dans la voie du commerce. L'idée n'est pas nouvelle. La Caisse de dépôt et consignation, par exemple, a su depuis longtemps investir dans les activités naturelles, comme la forêt ou les compensations environnementales à la réalisation d'opérations industrielles, par exemple, avec un succès certain. Il n'y a pas que la France qui s'est lancée dans cette voie, les États-Unis sont engagés également dans cette voie des compensations environnementales. On pourrait objecter que les services privés sont plus efficaces, donc économes. Il s'agit là d'un cliché. Un cliché. Il n'y a aucune raison qui justifie cette affirmation. Diverses études ont même montré l'inverse. Oui, par exemple, la privatisation en Grande-Bretagne par Margaret Thatcher du réseau d'autobus de Londres a causé bien des désagréments à la population par l'élévation des tarifs, les irrégularités d'horaires, etc., etc. Donc le privé n'est pas la panacée absolue, loin de là. Donc tout est une affaire de cas par cas et de sérieux. Donc cette idée est à rattacher à la catégorie des ânes verts, dont j'ai déjà exposé avec Candide la méthode. Ensuite, l'État devait être marchand dans tous les secteurs d'intérêt général, comme par exemple les machines affectées à de tels besoins civils ou militaires, les machines, comme par exemple le secteur de la santé des citoyens, qu'il s'agisse des matériels ou des produits, dont les médicaments. Dans ce dernier secteur, il est fort notoire qu'il y a des économies à faire en raison du mode de fixation entre l'État et les laboratoires du prix des médicaments, où les rapports de force ne sont pas évidents. Bien des spécialistes médicaux de Paris, de l'Hôtel-Dieu notamment, ont montré et ont dit qu'on avait les moyens de produire des médicaments. Comme par exemple la voirie, déjà publique, mais pas complètement, et aussi les autoroutes. Du point de vue budgétaire, l'équilibre réel sans artifice comptable devrait être réalisé. Et le déficit budgétaire exclu, avec son recours perpétuel à l'emprunt. Voir la politique budgétaire avant 1970 de Charles de Gaulle, ou les finances du Premier Empire, car Napoléon a quitté ses fonctions d'empereur en laissant un budget largement excédentaire pour son successeur, Louis XVIII. Les structures privées, les sociétés privées devraient être aussi une priorité. Ici, il faudrait arriver à développer comme en Allemagne le Mittelstand, c'est-à-dire un tissu de petites et moyennes entreprises que l'on a déjà en partie mais qu'il faudrait renforcer. Pour cela, l'éducation devrait jouer un rôle majeur. Formation, information. Il faut que le citoyen, par son éducation financière notamment, soit porté à fonder une entreprise ou à s'associer à l'une d'elles qui vient d'être créée dans sa commune. Les cercles de pensée évoqués ci-dessus devraient participer à cette action. Mixte, les sociétés mixtes. Si d'aucuns trouvent que le secteur public avance sur le secteur privé, ou l'inverse, un organisme devrait résoudre ce genre de problème. On peut envisager un organisme paritaire public-privé, ou un organisme de citoyens compétents et loyaux vis-à-vis de l'intérêt des citoyens, qui dans tous les cas devrait prévaloir.
pour l'éducation du citoyen maintenant, après avoir vu les buts, donc nous allons poursuivre dans une seconde vidéo, toujours avec Voltaire et Candide. Et dans cette attente, je vous dis donc à tout de suite pour découvrir quelle devrait être l'éducation du citoyen, sans oublier une grande nouveauté, celle de l'éducation à la Warren Buffett, cet Américain, financier, milliardaire, etc., qui mériterait d'être appliquée aux citoyens français.